Du coup, ce soir, on se retrouve pour la seconde partie de ma conf qui s'appelait Hall of Fame, dédiée donc au panthéon, j'allais dire, des cultivateurs de plantes carnivores. On va faire ce soir le tour de 5 personnalités. On l'avait déjà fait la dernière fois avec 5 personnes un peu connues. Je vais commencer tout d'abord mon slide par me présenter rapidement. En 2014, je crée un site qui s'appelle Lait d'Horticole. C'est un peu ma passion à la base, les laits d'horticole, le fait d'éclairer des piments, des plantes carnivores, etc. Et puis en 2018, j'ai créé un site qui s'appelle carnivore.zone, de vente entre particuliers que vous connaissez peut-être. Voilà, c'était juste pour me présenter rapidement pour les gens qui ne me connaissent pas. Pourquoi cette conf? Alors bah, parce qu'on ne protège bien les plantes que quand on les connaît bien. Et du coup, ce soir, j'espère vous faire découvrir des plantes, leur fragilité, qui les a découvertes, qui est passionné au point de s'investir, voilà, dans la protection de ces plantes. Le deuxième point, c'est que vous allez voir qu'il n'y a pas que des professionnels qui s'investissent, il y a des amateurs qui se professionnalisent. On en connaît quelques-uns, on en parlera ce soir. Et bah, aussi pour moi-même apprendre, en apprendre plus sur ces gens dont je vois passer les noms, mais évidemment, je ne les connais pas particulièrement. Donc ça m'a permis aussi, moi, de creuser de mon côté les connaissances de ces gens, quoi. L'acte 1, petit reminder pour les gens qui n'auraient pas suivi, ce sera bientôt en replay sur notre chaîne YouTube, dont bah, vous tapez simplement conférence sur les plantes carnivores, vous allez tomber sur nos replays. Dans l'acte 1, j'avais parlé de Adrian Slack, d'Alen Laurie, d'Andreas Wistuba, de Barry Rice et de Bob Hanrahan. Vous verrez que ces noms reviendront ce soir. Et donc, si vous ne les avez pas vus, ce sera dans le replay de la première partie d'il y a un mois. Nous, on est parti pour le tout premier qui s'appelle donc Carl Linus. Vous allez beaucoup entendre parler de ce mec ce soir. Donc Carl Linus, c'est devenu Carl von Linné après un anoblissement, voilà. Et donc on trouve aussi le nom Charles Linné de temps en temps en version française, mais c'est un poil plus rare. Donc lui, il est naturaliste et il est suédois. Il est né en 1707 à Rashult, au sud de la Suède, et il est mort en 1778. Et pour résumer, c'est lui qui a posé les bases du système moderne de la nomenclature binomiale. Alors, bah, je vais évidemment faire un peu la définition de ce terme qui est plutôt fondamental et plutôt fondateur, hein, pour notre domaine. Donc, en taxonomie, on a en botanique, en zoologie, en mycologie, dans ces domaines, le nom binomial, c'est en fait une combinaison de deux mots que vous voyez là, le genre et l'espèce. Ils servent à désigner le premier mot, c'est un nom un peu générique qui sert à conscrire ce qu'on appelle le genre, et le second qu'on appelle l'épithète, qui est indissociable du non-genre, c'est-à-dire que l'espèce n'existe pas sans genre, qui sert donc à désigner ce qu'on appelle l'espèce au sein de ce genre. Alors, c'est un système qui a l'air qu'on utilise aujourd'hui, qui a l'air tout bête, mais en fait, c'est pas si simple. C'est un système qui semble être apparu en fait au XVIe siècle et qui aurait été utilisé par Guillaume Rondelet et Pierre Belon, deux naturalistes français, mais c'est l'ami Carl Linné, von Linné, qui en propose une utilisation plus systématique. Alors pour juste bien ancrer les choses, je vous ai préparé des exemples spéciaux pour les plantes carnivores. Vous savez qu'on parle des dionnées, et bien en fait le nom c'est Dioné muscipula, c'est le nom complet, le genre plus l'espèce. Il faut les deux. Dioné tout seul, ça, en fait ça veut pas dire grand-chose. Et dans le cas de Dioné, il n'y a qu'une seule espèce, donc on dit Dioné muscipula et pas autre chose. Biblis, que vous connaissez peut-être, il y a plusieurs espèces, dont Geoy, voilà, Biblis Geoy, et vous avez Sarracenia, j'avais fait une conf là-dessus. Alata, qui est une des espèces, une des 7 ou 12 espèces, suivant comment on compte, de Sarracenia. Donc voilà, c'est deux mots qui sont indissociables, on l'a dit. En fait, c'est la nomenclature binomiale et d'autres aspects assez fondamentaux de la bio constitue ce qu'on appelle le système linéen, un mot que je connaissais pas. Et donc ce mec a donné son nom quand même à systématiser un des piliers de notre organisation pour quand même classer les plantes. Donc c'est ultra important de savoir qui est ce mec. Ça suit des règles strictes. Le premier, c'est que c'est réputé être écrit en latin. Et le deuxième, c'est que c'est composé en italique si le texte est écrit en typographie romaine. Et inversement, il faut bien que ça se détache du reste du texte, quoi. En langue française, on a une habitude, alors la première, c'est d'utiliser l'union scientifique quand on est un scientifique, le nom binomial dont on parlait là, avec un genre, une espèce, par exemple Solanum tuberosum, Vitis vinifera ou Malus domestica. Mais je pense que quand vous discutez
avec des amis passionnés de végétaux, vous n'utilisez pas du tout ce genre de vocabulaire. Et je pense que vous utilisez plutôt ce qu'on a. Alors ça, c'est la partie qu'on appelle véhiculaire, c'est-à-dire que ça permet de faire passer une information entre deux personnes qui n'auraient pas le même langage, comme les notes de musique ou par exemple comme des chiffres. C'est un langage universel. Alors qu'à l'opposé de ça, on a ce qu'on appelle le nom vernaculaire, qui est le nom courant que vous voyez à droite. Bon, voilà, une pomme de terre, une vigne, un pommier, tout le monde sait ce que c'est quand il est français. Par contre, quand tu parles une autre langue et que tu es allemand, tout ça, tu sais pas. Par contre, tous les deux peuvent discuter en disant ça, c'est du vitis vinifera, quoi. Et donc, le nom scientifique, c'est bien celui qui permet de communiquer entre communautés qui n'ont pas la même langue maternelle, quoi. Simplement. J'ai découvert que, en plus de ces deux possibilités, genre et pardon, de ces noms véhiculaires et vernaculaires, on avait aussi le nom commercial, qui est une dénomination commerciale. Voilà, il donne l'exemple de Malus domestica pour véhiculaire, le nom connu c'est pommier, et le nom commercial c'est golden, par exemple. Voilà, bon, je ne sais pas si c'est très pertinent et si c'est très officiel, mais je trouve intéressant de le mentionner. Alors le truc c'est, pourquoi Linné a établi les règles, ces règles-là, puisque s'il a utilisé des systèmes, c'est bien que le système avant n'était pas efficace. Alors en fait, avant, les espèces, elles étaient décrites par de courtes phrases qu'on appelle des polynômes latins, donc plusieurs noms latins, voilà, qui étaient en fait totalement inconsistants et gênants pour les scientifiques quand ils communiquaient entre eux, parce que c'était rédigé très différemment d'un auteur à l'autre et ça devenait rapidement complexe et confus au moment où on compilait des données dans des encyclopédies, ça devenait n'importe quoi, alors que deux mots de polynômes latins donnaient la même plante, enfin c'était n'importe quoi. Pour vous donner un exemple, voilà le genre de choses qu'on pouvait lire pour décrire une plante: Solanum fructibus, rotundis, viridis, pallidis, follis ovatis. Vous voyez en dessous le Solanum à fruits ronds, couleur vert pâle, feuille ovale. Je pense que certains d'entre vous savent de quoi je parle. Pour un deuxième exemple encore compliqué, vous voyez là, il y a 7 mots, c'est incroyable. Et bah, ce nom binomial moderne là, il va nous aider à faciliter et à standardiser les choses. Et voilà, on se retrouve avec une tomate qui s'appelle Solanum lycopersicum et quelle que soit la langue que vous parlez, ça ira très bien, ça désigne exactement le même truc. Et pareil pour le concombre. Donc ça, c'est ultra pratique. On a un langage commun, on a un vocable de référence, et puis bah, on a un système qui permet surtout d'échanger des informations précises, même si on ne parle pas la même langue. Voilà. Le premier ouvrage à avoir utilisé cette nomenclature binomiale, c'est un catalogue des espèces cultivées au jardin botanique de Montpellier. On revient toujours au jardin botanique, je me parlais tout à l'heure, qui s'appelle l'Ortus regius montpelliensis, qui a donc été rédigé par un botaniste, Antoine Gouan, en 1762. Et donc voilà, ça c'est des trucs qui sont totalement accessibles sur le net. Vous pouvez aller chercher ça à la Bibliothèque nationale. Il y a plein de sites qui référencent des scans de bouquins qui ont 200, 300, 400, 500 ans. Donc franchement, n'hésitez pas, quoi. C'est ultra intéressant de voir comment c'est organisé. Alors, évidemment, vous pouvez pas lire ça à haute voix et facilement, mais c'est intéressant de voir l'organisation des choses, quoi. Un autre truc qu'on peut remarquer sur Linus, c'est que lui, il a toute sa vie organisé des choses. Il a fait de la nomenclature dans tous les sens. Il a classé les ordres des êtres vivants. Il a fait des rangs. Il a fait, voilà, il a lui-même changé plein de fois d'orthographe de son nom et même de prononciation de son nom. Il a été remanié pas moins de 9 fois et il a à peu près autant de synonymes. J'en ai quelques-uns. Carl von Linné, donc ça, c'est comme ça qu'on l'appelle depuis le début. Carl Linus, Charles de Linné, Carolina Nei, Carolus à Linné. Le mec, il a eu 50 000 noms, quoi. Autre chose sur lui, importante, qui quand même le fait un peu sortir du lot, c'est que le mec est tellement une sommité qu'il a droit à un privilège qui est vraiment pas négligeable. Alors, je sais pas si vous savez, mais en botanique, il y a les citations d'auteurs hein, qui sont souvent abrégées en mettant juste quelques lettres pour éviter d'écrire le nom entier. Et ben lui, en fait, l'abréviation standardisée, c'est L, quoi. C'est juste la première lettre de son nom de famille. Donc c'est le seul botaniste dont le nom est abrégé en une seule L, en une seule lettre, pardon. Le mec, c'est le L, quoi. Et pour voir un petit peu ce qu'il est allé décrire, j'en ai retrouvé quelques-uns, il y en a beaucoup plus que ça, hein, mais voilà, par exemple, le concombre, c'est lui qui l'a décrit, la tomate, le chêne, le blé commun, l'érable à sucre, le lin cultivé. Voilà, à chaque fois que vous voyez L point à la fin du nom d'un groupement, donc genre espèce, c'est que c'est Carl Linus, quoi. Le mec est un peu à l'origine de tout.
Autre chose qui va encore plus nous intéresser, c'est le côté NEP, parce que c'est lui qui a donné le nom de Nepenthes en 1737 à ces plantes un peu particulières que personne ne comprenait vraiment bien en fait. Personne n'avait compris que la plante était carnivore et les gens qui avaient supposé la fonctionnalité de ces urnes pensaient que ça servait à recueillir de l'eau de pluie. C'est vrai que c'est un peu ce qu'on voit quand on est au-dessus. Et on pensait que c'était une réserve d'eau, quoi, que ça aidait la plante à survivre aux périodes de sécheresse, alors que maintenant on sait évidemment que pas du tout. Maintenant on sait que c'est des écosystèmes complets, on sait qu'il y a des fourmis qui viennent sortir des grosses bêtes de là à certains endroits du monde pour nettoyer la plante. Enfin bon, voilà, on sait que c'est bien plus complexe qu'une réserve d'eau, quoi. Quelque chose qu'on peut peut-être reprocher, qui a été reproché à Linné, c'est qu'il est naturaliste, qu'on appelle fixiste. C'est ce qui est expliqué en tout cas sur le net, sur l'article que j'ai vu, une des raisons pour lesquelles son œuvre n'a pas été forcément admirée comme elle aurait dû. C'est qu'en fait, comme il était pétri de religiosité, c'était écrit comme ça, il pensait que les espèces avaient été créées par Dieu au moment de la Genèse, évidemment, création de l'univers, et qu'elles restaient les mêmes jusqu'à la nuit des temps et qu'il n'y avait pas d'évolution. Ça lui a été reproché et on va voir comment. Puisqu'en fait, le personnage suivant dont on va parler, le deuxième de cette soirée, ce sera celui qui, un siècle plus tard, montrera que ce qu'a dit Linné sur cette position-là, en tout cas spécifique, c'est totalement faux. Donc vous savez de qui je parle, évidemment, c'est Charles Darwin. Lui, je pense que tout le monde le connaît, même si c'est vraiment beaucoup pour sa théorie de l'évolution. Évidemment, donc Charles Robert Darwin, naturaliste paléontologue britannique, né au début du 19e, mort en 1882. Ses travaux, évidemment, sur l'évolution des espèces vivantes ont révolutionné la biologie avec son ouvrage L'origine des espèces. Alors, en faisant les recherches, je me suis rendu compte que la première édition n'était pas du tout appelée comme ça. C'était ça, voilà. 1859, l'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle ou la préservation des races favorisées dans la lutte pour la survie. Et c'est marrant parce qu'à chaque fois que je fais une conf, je sors un bouquin. La dernière fois, j'avais sorti le nom d'un bouquin qui faisait genre 70 mots, quoi. Et ils avaient tendance à cette époque-là à mettre vraiment ce- précisément ce qu'il y avait dans le livre directement dans le nom du livre, quoi. Après, évidemment, ça a été euh, euh, réduit à l'origine des espèces et c'est beaucoup plus simple et on comprend très bien ce que ça veut dire, quoi. Évidemment, s'il est dans ce Hall of Fame aujourd'hui, c'est bien que c'est pas anecdotique ce qu'il a fait avec les carnivores, vous vous en doutez. Il était tellement curieux que à l'été 1960, alors qu'il est dans le comté de Sussex, au sud de Londres, Darwin a son premier contact avec cette étrangeté de plantes carnivores. Il remarque intrigué qu'il y avait une grande quantité d'insectes qui étaient pris au piège dans les feuilles d'une plante. Et là, il n'en a pas fallu plus pour qu'il en ramasse quelques échantillons et qu'il se mette à observer ces végétaux vraiment ultra spéciaux. Et 15 ans plus tard, hein, 1895, il donne naissance à un livre Insectivorous Plant, dont je vous mets une capture d'écran ici. On a bien New York et en bas 1875, tout en bas, avec les illustrations par Charles Darwin. Et donc dans ce bouquin, il parle de la description de ces plantes, évidemment. Il parle de la sensibilité au toucher de ces plantes, de la digestion, de l'adaptabilité. Enfin, voilà, il fait un peu le tour, il fait le curieux sur mais qu'est-ce que c'est que ces trucs qui mangent des moucherons, quoi. Et en fait, il a testé évidemment plein de choses. Il a mis en place un protocole de test, hein, ça c'est lui, sur plein de choses. Il a testé plein de choses et j'ai relevé une partie de ce qu'il a testé. Et donc, on a bah, à la fois des petits morceaux de viande. Bon, ça, je pense que c'est pas le premier à essayer. Il a testé du blanc d'œuf, il a essayé du fromage, il a essayé de la gélatine, il a essayé de l'urine, il a essayé du lait. Donc, pas mal de substances organiques. Dans un deuxième temps, il a testé des substances chimiques pour tester la sensibilité aux composés variés. Alors, il a testé des trucs sympas comme l'ammoniac, le phosphate d'ammonium, carbonate d'ammonium, nitrate d'ammonium. Chloroforme, éther, alcool, acide. Alors dans les alcools, l'éthanol, dans l'acide, acide acétique, acide sulfurique que vous connaissez certainement. Et puis du chlorure de sodium qui est donc bah, du sel de table, hein, simplement. Et pour finir, il restait une troisième catégorie, les substances inertes pour tester la réponse mécanique. Cette fois-ci, il a testé avec de la poussière, du charbon en poudre et il a testé aussi avec du verre pilé. Et donc il a tiré quelques conclusions. Voici en gros les 5 conclusions qu'il a tirées après ses expériences. Il a compris que les poils glanduleux de la plante se repliaient en réponse à des matières azotées. Donc de la viande, ça marche, le lait, ça marche, le mucus, ça marche.
mais pas à des substances inorganiques, comme par exemple les morceaux de verre ou de la pierre. C'est-à-dire que la plante, quand même, a l'intelligence de savoir faire la différence entre les deux. Ensuite, il a fait des expériences sur la digestion, je vous ai dit. Il a montré que la plante, elle sécrète une enzyme digestive qui est un peu similaire à la pepsine humaine. Ça, c'était pas trop attendu, quoi. Il a fait des tests avec des sels et des alcaloïdes, je l'ai dit. Il a vu qu'il y a certaines substances toxiques, comme par exemple la quinine, qui inhibaient complètement la réponse de la plante ou qui la tuaient. Expérience intéressante. Sur la Dionée muscipula, il a testé aussi plein de choses. Il a testé comment déclencher évidemment la fermeture, hein, des mâchoires de cette plante. Il a testé avec un cheveu humain, il a testé une aiguille fine, il a testé des morceaux de bois, il a testé des insectes qui sont à la fois, enfin qui sont morts ou vivants. Il a testé bah, les mêmes substances que sur Drosera, hein, ce que je vous ai dit, et puis il a montré que, en fait, il a montré pour la première fois que la plante ne se refermait que s'il y avait deux poils sensitifs qui étaient touchés en peu de temps. Et ça, bah, Arthur nous l'avait expliqué plusieurs fois dans plusieurs démonstrations. Et là, il montrait que la détection était ultra avancée pour cette plante. C'est pas juste ça touche, ça se ferme. Il faut qu'il y ait à la fois une somme spatiale et une somme temporelle. Il faut que ce soit pas trop rare, il faut que ce soit suffisamment rapproché. Il faut que ce soit deux poils. Il faut pas qu'on se referme pour rien, quoi. Ça, c'est quand même assez incroyable pour l'époque, hein. Et puis, il a fait des expériences comparatives sur d'autres plantes carnivores que vous connaissez peut-être, à savoir Utricularia et Aldrovandra, dont on a déjà parlé. Et ça montre. Oh, lui, il a montré comment, évidemment, elles capturaient leur proie, quoi. On peut peut-être parler des plantes qui portent son nom. La première, c'est Drosera Charles Darwin. Celle-là, c'est un cultivar officiel. Vous avez vu, il y a les simples côtes, les apostrophes simples autour du nom Charles Darwin. Je vous rappelle que c'est la notation, pardon, pour dire que c'est un cultivar qui a été déposé auprès de l'ICPS, qui est reconnu, hein, qui a été décrit et déposé. On connaît l'auteur, etc. Et donc, bah, celle-là, pas de souci. J'ai regardé Drosera darwinensis, qui est donc une espèce. Je pensais qu'en fait, celle-là, c'était du Charles Darwin. Et en fait, celle-là, elle a été découverte par Allen Lowry en 1993. Allen Lowry, dont on a parlé la dernière fois. Et c'est un nom spécifique qui fait pas référence à Charles Darwin, mais qui fait référence à la ville de Darwin, qui est la région en Australie où la plante a été découverte. Voilà, c'est étonnant, mais c'est comme ça. Voilà, rien à voir avec Charles Darwin. Il y en a deux autres que j'ai découvert que je connaissais pas. Le Biblis Darwin, qui, bah, celui-là, c'est la même chose. C'est la ville de Darwin en Australie. Et la dernière, la Dionée Darwin. Celle-là, alors je la connaissais pas. Mais vous voyez, il y a des doubles guillemets, enfin c'est des guillemets autour et pas des apostrophes. Et donc c'est le marquage du fait que c'est un cultivar, donc c'est pas quelque chose qui a été. C'est une plante très particulière par rapport à la Dionée classique, mais elle n'a pas été déposée à l'ICPS. C'est-à-dire qu'on ne peut pas forcément connaître son auteur, ni ses caractéristiques sur le long terme, quoi. Troisième, troisième candidat ce soir, j'allais dire, Donald Schnell. Alors, Donald Schnell. Je vais reprendre mon papier, sinon je vais pas y arriver. Yes. Alors ce mec, c'est aussi une légende et franchement, il a vraiment pas à rougir par rapport aux deux légendes dont on a parlé juste précédemment. Ce mec, c'est un paléontologiste médical, un pathologiste, pardon, pathologiste, je vais y arriver, pathologiste médical et naturaliste américain qui est né en 1936, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, en 2019. Et donc, il a suivi à la base une formation de pathologiste médical et il a fait en fait ça, c'était son métier toute sa vie. Mais il a aussi été un naturaliste ultra dévoué et bah, avec le temps et l'expérience, il est devenu un botaniste très très connu dans le cercle des plantes carnivores. Je pense que le mot Don Schnell doit parler à certains d'entre vous, il n'y a pas de doute. Alors lui, son principal domaine d'expertise, c'était la systématique du genre Sarracenia et plus particulièrement le complexe qui s'appelle Sarracenia rubra, dont on a déjà parlé. Et lui, hein, c'est franchement ce qu'il a produit et ses contributions à ce sujet ont influencé des générations de botanistes qui ont suivi, qui aient d'ailleurs ou non été d'accord avec lui. D'après ce que j'ai compris, j'étais pas dans le truc, mais visiblement c'était quand même assez discuté, quoi. Signe de son importance, vous le voyez à droite, je vous ai mis une capture d'écran. Le mec a été un des cofondateurs, hein, de la Carnivorous Plant Newsletter.
C'est bien la newsletter dans laquelle sont décrits les cultivars officiels, etc., hein. Donc c'est la communication officielle de l'association américaine des plantes carnivores. Et donc lui, il en a été un des rédacteurs pendant de nombreuses années. Je ne sais pas si vous voyez à droite pour les gens qui ont un grand écran, mais son nom, il est marqué dans co-éditeur avec un autre cultivateur qui s'appelle Mazrimas et dont je parlerai peut-être un de ces jours. On voit le prix de l'abonnement là. L'abonnement, c'est 1 dollar par an et sinon 2 euros par publication. Donc voilà, c'est marrant de voir ces petits dessins, ces trucs faits à la machine à la machine à écrire là, c'est vraiment génial quoi. Passons à ce qu'il a écrit. Qu'est-ce qu'il a fait ce mec? Eh ben en fait, il a écrit un bouquin. C'était là, on parle d'une période très tôt hein, dans l'histoire de la connaissance des plantes carnivores modernes quoi. On est en 1976, donc là, bah, il y a bientôt 50 ans. On est d'accord. Et donc, il a écrit un bouquin qui est dans la bibliothèque de beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, qui s'appelle Carnivorous Plant of the United States of and Canada. Et c'est donc le bouquin que vous voyez à gauche et qui est pas forcément très simple à trouver. Et vous avez donc, j'ai regardé un peu pour vous, hein, si vous voulez l'acheter. Il est à une vingtaine d'euros, suivant les sites sur lesquels on tombe. Alors, pas forcément l'édition originale, évidemment, mais il y a d'autres éditions dispo. Et vous voyez celui de droite, c'est la version de 2002 qui a été complètement révisée. Et dans le descriptif qu'on trouve, ça explique que ça a été tellement révisé qu'on peut même dire que c'est un bouquin tout neuf, quoi. Voilà. C'est vraiment un deuxième bouquin. Il a le même nom, mais ce serait un autre bouquin que ce serait pas un souci. Et son dernier ouvrage, qui est le plus important, et dont je vous mets quelques captures d'écran là, et le bouquin qui s'appelle Sarraceniae of North America, écrit en 2011. Et il l'a écrit avec quelqu'un dont on n'a pas encore parlé, mais c'est sûr que ça arrivera, qui s'appelle Stewart McPherson. Et Stewart McPherson étant l'auteur principal de ce bouquin, et qui est un explorateur et un découvreur de plantes carnivores, au même égard que François May. Excusez-moi. Et donc voilà, on en parlera, mais il a collaboré sur ce bouquin, quoi. Celui-là, il est un peu moins facile à trouver. Il est entre. Enfin, il est pas si compliqué, il est un peu plus cher. Je l'ai trouvé entre 40 et 60 euros selon les sites, le format, l'état. Bon, vous connaissez ça. Ensuite, bah, pour savoir un petit peu ce qu'il avait écrit, j'ai fait un petit peu le tour des publications que Don Schnell a fait auprès de l'ICPS. Et on voit qu'il a trouvé une vingtaine, il a décrit une vingtaine enfin il a publié plus exactement, une vingtaine de taxons infraspécifiques, pardon, du genre Sarracenia. Les plus importants sont Sarracenia minor, sous-espèce, j'arrive jamais à le dire, Okephenokensis, c'est ça. Également Sarracenia purpurea, variété Montana. Et la dernière, c'est Sarracenia rubra, sous-espèce Gulfensis. Cette dernière étant plus communément appelée Schnell Pitcher Plant. Pitcher Plant, donc pour Sarracenia, quoi. Là, Sarracenia de Schnell. Donc le mec a quand même laissé son nom à une plante, tout va bien. Et quand on cherche son nom sur les sites de l'ICPS, hein, donc l'International Carnivorous Plant Society, on tombe sur quand même 70 références, hein, des articles, des notes, voilà, ce genre de choses. Et ça va de 1972 à 1986. C'est gratuit, hein, vous pouvez évidemment consulter le truc. Qu'est-ce que j'ai à vous présenter? Voilà, la première contribution que j'ai retrouvée de Don Schnell. Là, je ne sais pas si vous voyez en haut à gauche, je vais vous le lire. Mais c'est quand même le volume 1 du numéro 1 de la newsletter des plantes carnivores, hein. Donc, c'est la toute première édition. Et le mec a fait un article à la machine à écrire sur la page numéro 7. Donc, autant vous dire qu'il est vraiment le fondateur de ce truc. Et j'ai regardé un peu l'article, je ne vais pas vous le décrire, mais c'est un article quand même qui est assez technique sur Oreophylla, quoi, sur des différences, sur voilà, ce genre de choses. C'est ultra intéressant et ça a 50 ans, quoi. Et il y a sans doute dans cet article des choses sur lesquelles on se pose encore des questions, quoi. Je ne saurais pas dire lesquelles, mais j'ai peu de doutes là-dessus. Ça, c'est ultra intéressant de voir, évidemment, qu'il est fondateur. J'ai trouvé autre chose. Ça, est-ce que vous avez entendu parler de l'article qui s'appelle Pit and Repeat?
Alors ça c'est marrant, dans mes recherches hein, sur Don Schnell, j'ai vu qu'il avait fait un des premiers articles sur ça. Pete, c'est donc la tourbe en anglais, donc jeu de mots avec le mot repeat, le fait de répéter. Il se pose la question de l'importance de la tourbe comme milieu de culture pour les plantes carnivores et en particulier pour les sarracénias. C'est un truc qu'on a toujours, enfin toujours pas tranché, hein. C'est ce qui marche, mais on est toujours en train de faire des expériences, hein, ça c'est sûr. Et il a vu que l'utilisation de taurbes de bonne qualité améliore significativement la croissance et la santé des plantes, et en particulier les sarracénias. Évidemment, un bon substrat, c'est toujours mieux. Et pour ça, il a comparé différents types de tourbes. Donc il a pris, vous pouvez le voir, Canadian, German et Michigan, et il a conclu que les tourbes les plus fines et les plus acides sont généralement les plus efficaces. Vous voyez, là, sur les trois, on a des pH différents. C'est marrant, on passe de 4,2 à 5,2 quand même, c'est pas négligeable sur une échelle de pH. On a des trucs qui bougent beaucoup, comme par exemple le phosphore. On a des nitrates à un endroit mais pas à l'autre. Enfin, vous voyez qu'il y a quand même une vraie diff. Et du coup, on se rend compte que de la tourbe, eh ben, c'est pas juste de la tourbe générique, quoi. C'est une tourbe d'un endroit particulier. Et évidemment, c'est encore plus à protéger, du coup. Et donc voilà, j'ai trouvé ça intéressant, celle-là aussi, hein, elle est disponible en anglais, il n'y a pas de problème, vous pouvez la traduire, il y a pas de souci. Et malgré toutes ces analyses poussées, ces trucs un peu compliqués là, il a quand même gardé l'amour de faire découvrir les plantes aux débutants avec des articles. Là, je suis tombé sur cet article de Don Schnell, donc aussi dans la Carnivorous Plant Newsletter, et qui explique bah, la propagation des Sarracenia, quoi. C'est un peu le tuto de la fin des années 70, c'est marrant. Il y a plein de choses intéressantes, évidemment. Je ne vais pas non plus vous faire l'article là-dessus, mais je vous conseille d'aller voir ces sources. C'est toujours bien de revenir peut-être à des choses initiales, quoi, et voir comment ça a évolué, si ça a évolué. Donc, voilà cet article intéressant sur la propagation des Sarracenia. Autre chose pour l'ami Don Schnell, c'est bah, évidemment les plantes qui portent son nom. On fait ça, on essaie de le faire à chaque fois. Et donc, on va commencer par la Schnell's Ghost, donc le fantôme de Schnell, qui est la plante que vous voyez là sur votre écran. Magnifique plante, hein. Celle-là, elle est dans pas mal de collections, je crois. Elle a été déposée en l'an 2000, ce qui explique qu'elle soit plutôt répandue, hein. Je pense que vous pouvez la trouver pour. Elle doit valoir une vingtaine ou entre une trentaine d'euros. Je pense que c'est pas une plante très chère. Personnellement, je la trouve super jolie. Et en fait, tout le monde s'est posé un peu la question de savoir d'où venait ce terme de ghost. Et on a fini par comprendre. Je cite un article que j'ai trouvé. Bien que les références aux qualités fantomatiques très pâles de cette plante aient été faites dans une correspondance privée dès 1972, une communication personnelle hein, d'un certain Cléméchat, la première référence imprimée de ces qualités fantomatiques se trouve dans le bouquin de Schnell de 1989. Le sommet de l'urne est très pâle et l'absence de nervures rouges donne à la plante une apparence presque fantomatique et elle se distingue facilement dans un peuplement de plantes typiques, même lorsqu'elle n'a pas sa fleur jaune. Donc c'est la fleur que vous voyez à gauche. Voilà, très jolie petite plante et franchement celle-là dans une collection elle fait meilleur effet quoi. Deuxième plante portant son nom, une certaine Don Schnell d'Amato. C'est un nom dont j'ai déjà parlé et dont je parlerai pas ce soir, mais dans une autre conf, ça c'est sûr. Fondateur aussi lui. Donc celle-là, elle revient à Bom Anrahan. C'est là que les gens qui ont suivi la dernière conf savent qui c'est. Et elle a été déposée par l'ami Peter D'Amato en 1998. Il nous explique que cette sélection est issue d'une collection cultivée à partir de graines d'une population de Sarracenia aureophila, Wary, trouvée près de Sand Mountain en Alabama. Donc là, évidemment, l'importance, c'est la localisation, hein. Ces semis ont été cultivés par Bob Hanrahan de World Insectivorous Plant au début des années 80 et ont été largement distribués. Ils sont connus pour leur nervure rouge prononcée, leur grande bouche. Sarracenia Dunschnell d'Amato est remarquable pour son tube et son capuchon très veiné et sa gorge, son tube supérieur, inférieur et sa lèvre rouge foncé. Les phyllodes à demi-été sont typiques de l'espèce. Le cultivar est exposé à la pépinière California carnivore en Californie et doit son nom à Donald Schnell, une autorité réputée en matière de Sarracenia, évidemment.
Dernière slide, je crois, sur l'ami Don Schnell, c'est un hommage de Barry Rice. Encore une fois, je vous avais dit qu'on allait les retrouver à chaque fois. Barry Rice, on en a parlé il y a un mois dans la première partie de ma conf. Et en 2019, Barry Rice publiera dans la newsletter de l'ICPS l'article In Memory of a Mentor, donc à la mémoire d'un mentor. Il raconte comment, je ne vais pas vous faire non plus la traduction, vous pouvez la faire peut-être regarder rapidement, mais en gros, il explique comment le livre de Don Schnell sur les plantes carnivores a changé sa vie carrément et l'a inspiré à poursuivre des recherches sur ces plantes. Quand on sait qui est Barry Rice, on comprend ce que ça veut dire. Et il souligne également les contributions importantes de Schnell à la systématique des Sarracenia et évidemment à la fondation de Carnivorous Plant Newsletter dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, Don Schnell, si vous voyez passer ce nom, à partir de maintenant, vous saurez qui c'est. Quatrième, on va passer sur un Français cette fois-ci, l'ami François May. J'ai mis, je sais pas si on voit bien, je vous repasserai peut-être la photo plus tard, mais en fond d'écran, là, j'ai mis la photo qu'il a envoyée il n'y a pas très longtemps sur Facebook. Il est au Venezuela pour aller voir des plantes, et là, il est dans au milieu de plein d'élanthoras de couleurs rouges et jaunes qui sont incroyables. Si vous n'avez pas vu ça, allez voir sa photo sur Facebook, c'est ouf, quoi. Il est avec Stewart McPherson au Venezuela, quoi. Vous savez, c'est toujours un peu particulier de parler de personnes avec qui on a déjà eu la chance de discuter en direct. Autant les personnes dont j'ai parlé tout à l'heure là, c'est un peu facile, hein, puisque bon, je les connais que sur le papier, donc il n'y a pas vraiment de souci. Avec François, c'est un petit peu différent, puisque voilà, on s'est vu, je vous en parlais tout à l'heure, il y a fin 2023 à Nancy. Bon après, je tiens à vous dire que quand la photo qui illustre ton interview là sur le site web de Dionnet, c'est la photo qui est à gauche, t'as vraiment plus grand chose à prouver à personne, quoi. Bon, ça suffit à décrire le perso, quoi. Bon, vous voyez la photo à droite aussi. Bon, plus sérieusement, François Mess, pour les gens qui ne connaîtraient pas François, c'est un botaniste et un artiste français qui est reconnu internationalement pour son expertise sur les plantes carnivores et très particulièrement sur les neppes. On peut le voir sur la photo de gauche. En fait, lui, son travail, il est à la croisée des chemins entre la science et l'art, hein, je crois qu'on peut dire ça. Ça lui a permis de contribuer à la découverte de nouvelles espèces, on en parlera tout à l'heure, et tout en mettant en valeur ces plantes à travers les planches qu'il produit. Vous pouvez voir ça sur la droite, on en parlera dans les slides suivantes. Quelles sont les espèces qui ont été décrites ou auxquelles il a participé à la description? J'en ai trouvé plein, j'en ai gardé quelques-unes. Lui, il a exploré principalement les forêts tropicales d'Asie du Sud-Est. Et donc, il a été impliqué dans la description scientifique de plusieurs espèces. La première, c'est celle qui est à droite, Nepenthes bocorensis. Donc ça, c'est une jolie petite nèple, là. La photo, elle est magnifique. Qui a été découverte au Cambodge en 2007 et qui a été décrite 2 ans plus tard. Vraiment une très jolie plante, quoi. La plupart des photos qui sont là, c'est des photos qui viennent évidemment du site de François dont je parlerai tout à l'heure et je vous mettrai le lien. Deuxième plante, Nepenthes holdeni, jolie petite plante aussi. Là, on est au Cambodge, dans les campagnes, dans les montagnes des cardamomes, voilà, que je ne connaissais pas. Troisième plante, celle de gauche, je vais essayer de ne pas écorcher son nom, Amiguitanensis, jolie nep aussi. Celle-là, elle est originaire de l'île de Mindanao aux Philippines. Donc je suppose que, alors je ne saurais pas vous dire si ce sont des lowlands ou des highlands, il faudrait creuser un petit peu plus et de quelle manière on les cultive. Ensuite, je vous en ai trouvé 4 autres, je voulais quand même vous montrer qu'il y en avait pas mal. On a la Nepenthes qui est à droite, Gantungensis, qui est une plante qui a été trouvée sur le mont Gantuang de l'île de Palawan aux Philippines. On a Nepenthes palawanensis, bon je pense que là l'île de Palawan est claire dans le nom de la plante. Ensuite, on a Torelli, dont nous a parlé plusieurs fois, je crois, Arthur, pendant des confs. Celle-là, elle a été découverte au Vietnam. Et on a une nep qui s'appelle Diabolica, qui est une espèce du Sulawesi en Indonésie. C'est marrant de voir qu'elles sont vraiment très différentes toutes, quoi. C'est incroyable la diversité de ces plantes, quoi. Alors François, son travail, c'est pas uniquement l'identification d'espèces nouvelles, il fait beaucoup d'autres choses. Il contribue aussi à l'étude et à la classification des différentes espèces qui existent pour mieux comprendre les caractéristiques et les répartitions géographiques
Et je vous assure que pour connaître un petit peu le monde des NEP, parfois il y a des détails qui permettent de différencier des espèces, d'éclater des espèces, alors que les plantes, c'est pas tout à fait les bonnes, et tel truc est pas comme ça, et donc on n'est pas. Et c'est vraiment quelque chose d'ultra compliqué. On peut pas faire ça de manière un peu, comment dire, brouillonne, quoi. Il faut vraiment que ce soit très très clair, que ce soit très scientifique. Et donc lui, avec son expertise, ses voyages, etc., il a une capacité d'analyse des subtilités de ces plantes qui est incroyable. Et donc il a une connaissance incroyable et ultra importante pour nous décrire à la fois comment marchent ces plantes, où on les trouve, comment les protéger, etc. On a parlé avec lui la dernière fois de tout ce qui est braconnage. On en reparlera d'ailleurs sans doute, il n'y a aucun souci là-dessus. Euh, et en plus de toutes ces recherches botaniques, il prend le temps d'être un artiste passionné. Il a fait des illustrations ultra détaillées et esthétiques des plantes carnivores, hein. Je peux vous montrer des photos, voilà. C'est pas uniquement du dessin, c'est du dessin scientifique. Il faut fidèlement réussir à reproduire ce qu'on voit. Et ça, c'est vraiment pas simple. Il en avait parlé dans la conférence quand je l'avais vu à l'EE. Et effectivement, c'est important que ce soit fidèle, quoi. Et donc, il réalise des illustrations détaillées esthétiques et ses œuvres capturent la finesse et la complexité de ces plantes. Voilà, extraordinaire. Ça, c'est pas forcément très simple à voir. Et en fait, ça permet aussi de révéler des détails qu'on ne voit pas forcément sur une plante naturelle, quoi. Et c'est pas juste esthétique, c'est ce que je disais. Ça a un but vraiment, un vrai but scientifique et de documentation, quoi. Et ça permet aussi de donner à un plus large public l'accès à ces images. Il a plusieurs fois produit des œuvres qui ont été commandées par l'ICPS. Je sais pas si on a des images. Non, c'est pas encore là. Et en fait, on en avait parlé, je sais pas si vous vous souvenez, à la dernière conférence, il avait dessiné la Drosera laurei qui avait été donnée à la famille d'Holène Laurie en 2002 suite à son décès pour le remercier et lui offrir donc le Lifetime Achievement Award qui est la distinction la plus haute de l'ICPS, quoi. Alors à titre perso, j'ai eu la chance de le rencontrer à l'European Carnivorous Plant Exhibition and Exchange, hein, l'EEE qui avait eu lieu à Nancy en 2023. J'étais passé sur son stand pour voir son travail. C'était vraiment cool d'avoir vraiment toutes ses œuvres à portée de main, quoi, vraiment. Et j'ai aussi la chance d'assister à sa conf sur le complexe Nepenthes McFarlanei. Et d'ailleurs, je l'ai contacté, on en avait parlé en fin 2024, et il viendra nous faire une conf au mois de juin sur simplement l'exploration qu'il est en train de faire en ce moment au Venezuela. Donc on a déjà la date, on a déjà calé une date, ce sera le mercredi 4 juin. Donc je vous conseille de réserver votre soirée du mercredi 4 juin, 21h. On aura normalement deux conférences, si je dis pas de bêtises. Donc évidemment la conférence de François May sur son escapade au Venezuela. Et on aura également Clément Hénac qui viendra nous refaire une conf, nous avait fait l'honneur de nous faire une conf l'année dernière, je crois, en début d'année. Donc il reviendra cette année nous reparler d'un sujet de son choix. Et on va encore passer un bon moment, il n'y a pas de doute. Et en faisant des recherches sur François May, j'ai appris qu'il avait été secrétaire de l'association de Dionée de 2013 à 2015, hein, si je dis pas de bêtises. C'est ce que j'en ai déduit des documents que j'ai vus, mais voilà, je suis pas sûr de moi. Ça, c'est oui, participation au livre, effectivement, de Stewart McPherson, qui sont un peu aussi des références, hein. Donc, il a collaboré avec Stewart McPherson pour la description d'un certain nombre de ces nappes là. Ça, c'est des bouquins que vous pouvez trouver encore chez. C'est une édition qui s'appelle Redfern, qui propose plein de choses. Il n'y a pas que de la nep, hein, il y a aussi des orchidées, il y a ce genre de choses. Ils font aussi des aventures en vrai, hein. Vous pouvez commander vous pouvez partir 15 jours voir des éléphantes sur des tépuis, quoi, au Venezuela si vous voulez avec cette boîte. Alors je voudrais citer un message qu'il a donné au moment de l'interview qu'il a fait dans le magazine de Dionée il y a 7 ou 8 ans, je crois, hein. Je trouvais ça intéressant parce que c'est le message qu'il a passé en audio la dernière fois quand il a parlé du braconnage. Il dit que pour lui, il faut garder sa capacité d'émerveillement, quelle que soit la plante en fait, qu'elle soit rare ou non, et qu'il ne faut pas forcément tomber dans la collectionnite aiguë, ce qu'il appelle, ou l'obsession de la plante rarissime. Et pour lui, c'est des attitudes qu'il trouve finalement assez vaines
Il l'a répété plusieurs fois et je pense que c'est important. Rencontrer des gens, surtout échanger avec les autres, par écrit ou mieux de vive voix, que ce soit les réunions associatives, les manifestations diverses et variées, les bourses, les expositions ou les conférences, évidemment les foires aux plantes. Rien ne vaut, à mon sens, la rencontre. C'est pour moi, c'est là l'intérêt principal de ce loisir. Je m'efforce d'ailleurs à redonner des conférences dès que je peux. Il viendra au mois de juin, je vais le répéter. Ça me ressource. Je trouve déprimant l'idée d'avoir une magnifique collection que l'on garderait jalousement au fond d'un coin perdu de France ou d'ailleurs. Ce qui m'a le plus apporté dans cette passion des plantes carnivores, c'est la rencontre avec les gens de tous horizons, du simple amateur au botaniste le plus éclairé. D'ailleurs, mes meilleurs souvenirs de passionnés sont finalement associés à des personnes et pas forcément à des plantes. Donc voilà, si vous voulez voir son travail, vous pouvez aller sur son nouveau site qu'il a annoncé il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle françoismey.com, donc Francoismey.com. Vous allez y retrouver plein de choses. Je vous ai mis quelques screenshots de chez lui, hein, c'est-à-dire son site. Il a une boutique sur Etsy aussi, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle Gardens Chronicle. Et donc là, vous allez trouver des trucs pas très chers, comme des stickers, hein. Il y a des stickers un peu sympas de plantes carnivores. Et puis vous avez aussi des œuvres originales qui vont monter jusqu'à 1200 euros. J'ai regardé tout à l'heure. C'est normal, hein, c'est une œuvre d'art. Donc franchement, si vous voulez vous faire plaisir, à partir de 10 euros, il y a vraiment moyen de se faire plaisir. J'ai vu qu'il y avait il y avait quelques œuvres à 50, 60 euros. Franchement, c'est ultra abordable et c'est vraiment ultra joli, quoi. Je trouve ça ultra classe. Je vous laisserai regarder. J'ai pas pris trop de captures d'écran. Vous voyez là un petit peu dans ce que vous voyez dans les deux captures à droite et à gauche. Vous pouvez avoir ce genre de choses, quoi. Euh, sur ma recherche, sur François May, je suis tombé sur cette page qui est un hommage à quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Jean-Jacques Labat. Et ça tombe bien parce que on va en parler juste après. Donc c'est François May, ça fait un lien avec effectivement la personne juste après. Donc il lui dit que ça fait 14 ans qu'il s'est pris de passion pour les plantes carnivores. Ce qui semblait être que de l'engouement d'une saison est devenu une passion dévorante et avec les années je suis passé de cultivateur à botaniste, taxonomiste et collaborateur de l'herbier de Paris. C'est ce que je disais en intro, c'est que vous voyez, il n'y a pas que des professionnels, il y a des gens, je crois que François à la base il est prof de français. Et voilà, il est devenu un des piliers de la communauté NEP autour du monde pour classer les espèces. Et pourtant, c'est un amateur à la base, quoi. Je trouve ça incroyable. J'ai eu au cours de toutes ces années d'apprentissage plusieurs maîtres. J'ai tissé avec certains d'entre eux une relation particulière. Certains sont même devenus mes amis. Avec d'autres, j'ai entretenu une relation plus distante, mais non moins pétrie de respect, voire d'admiration. Et dans cela, il parle évidemment de Jean-Jacques Labat. Je pense que c'est quelqu'un le nom devrait vous parler, les amis. C'est effectivement de lui dont on va parler juste après. Ce sera le cinquième et dernier personnage de notre soirée. Donc un autre compatriote que vous devez connaître. Donc il est auteur et botaniste français. Lui, il est évidemment spécialisé dans l'étude et la culture des plantes carnivores. Je vous ai mis les 4 bouquins qu'il a sortis. On en parlera un petit peu après, on fera le détail, ne vous inquiétez pas. Il a consacré une grande partie de sa vie à la compréhension, à la culture et surtout à la vulgarisation de ces plantes fascinantes. Vous allez voir que la pédagogie et le partage, c'est vraiment quelque chose d'important pour lui, quoi. On va commencer par le début. 1986, donc on parle de ça il y a 40 ans. Ça non, je dis pas. Jean-Jacques Labat a fondé le jardin Nature et Paysage. Petite photo de ses serres et je vous ai fait un screenshot de l'endroit où c'est situé. Sud-ouest de la France, évidemment, également connu sous le nom du jardin carnivore. On l'a vu sur la photo de François May juste avant, qui est situé à Perrus-Massas, dans le Gers, en France donc. Ce jardin botanique est spécialisé dans les plantes carnivores. Il abrite environ 500 espèces et c'était à une période une des plus importantes collections du monde. En 1995, pardon, il a été désigné collection nationale de plantes carnivores par le Conservatoire des collections végétales spécialisées et il a réussi à ouvrir au public en 2023. Alors j'ai évidemment refait des recherches sur lui. Quand on cherche un peu sur le net, on tombe rapidement sur... donc ça, c'est son ancien site web. Il ne fonctionne plus, vous allez comprendre après pourquoi. Voilà, son ancien site web, donc il y avait pas mal de choses, des plantes, des substrats, des livres évidemment. C'était donc Pépinière Nature et Paysage, le jardin carnivore. Maintenant, c'est un site qui a une autre destination visiblement. Et j'ai quand même
parce que je suis curieux. Excusez-moi. J'ai utilisé un site qui s'appelle Wayback Machine, qui est un site qui, je ne vais pas dire qui stocke l'internet, mais pas loin. Et en fait, ça permet de revenir sur un site très très loin dans le temps. Et là, on voit que les premières pages référencées du site de Jean-Jacques Labat, c'est quand même 2002, quoi. 2002, Internet, il n'y avait pas grand-chose, quoi, hein. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais c'était presque un tas de pierres, le truc. C'est incroyable de voir que ce site était déjà utilisé à cette période-là, quoi. Bref, c'était un petit aparté. Les vidéos dont je vous parlais tout à l'heure, si vous voulez revoir l'ami Jean-Jacques Labat, vous avez des vidéos et des extraits de Silence ça pousse, une émission plutôt connue, je vous ai mis l'URL en bas. Il y a, je crois, une vidéo qui a disparu de YouTube, qui est citée par François May, je crois, dans l'hommage dont on a parlé tout à l'heure, qui est une description des Drosera, je crois. Malheureusement, elle a disparu. Si quelqu'un sait où on peut retrouver cette vidéo, moi je suis absolument preneur, quoi. La suite, on fait le tour des bouquins, comme ça vous saurez ce qu'il a écrit. On va le faire en détail. Le premier, c'est l'univers des plantes carnivores 1993. Donc là, on est très 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 tôt. Donc 1993, qu'est-ce qu'on trouve dans cette plante, dans ce livre, pardon? On trouve la description d'une plante carnivore, on trouve comment cultiver une plante carnivore, une fiche de culture, et puis bah, bien sûr des infos hein, sur la protection de ces plantes, parce que la pédagogie, ça va aussi avec ça, avec le partage de la protection de ces plantes. On parle de 1993, donc il y a déjà 30 ans, on parlait de ça, et ça s'est pas visiblement arrangé. Bah, c'est simplement un bouquin pour les débutants, parce que lui, son but, c'était de faire venir les gens à cette passion, de les intéresser. Et donc, il a trouvé ce moyen. Un bouquin, donc, 1993. Deuxième livre, dans l'ordre chronologique. Celui-là, je l'ai personnellement, et je pense que 80% de vous l'ont vu au moins chez Truffaut, Jardiland, et puis certainement d'autres grandes surfaces. Il y en a un peu dispo un peu partout, il a été tiré à je sais pas combien d'exemplaires. Ce bouquin s'appelle donc Comment les plantes carnivores, comment les choisir et les cultiver facilement. Ça, c'est 2012. Là, il y a beaucoup d'illustrations. On a pas mal d'informations détaillées. Il a gardé quand même cette idée qu'il faut aider les débutants, mais aussi les amateurs un peu plus avancés. Donc, il y a vraiment pour tous les niveaux. Et puis, bah, encore une fois, info sur la protection des plantes, parce que ça, c'est un sujet avec lequel il ne badine pas, quoi. On va avoir un truc un peu marrant. Je suis content d'être tombé dessus. Il a écrit un bouquin pour les enfants qui s'appelle Plantes carnivores, un livre animé pour découvrir et déjouer leurs pièges. Ça, c'est beaucoup plus récent, hein, c'est il y a 4 ans, donc 2021. C'est un truc dédié aux enfants. Il y a quand même pas mal d'informations détaillées, visiblement. Et c'est des informations qui sont transmises par le jeu. Et c'est toujours quand même beaucoup plus efficace que juste des écritures, quoi. Et c'est marrant, j'ai relevé les types de pièges comment il décrit les différents types de pièges aux enfants. Alors certains termes sont les mêmes que les adultes utilisent, mais d'autres non. Il y a piège à aspiration, piège à glu, ça va, on les a. Piège à baignoire, ça c'est marrant, ça m'a fait rire, c'est très bien illustré. Piège à toboggan, je suppose que ça c'est Nymphora et Sarracenia. Piège à mâchoire et piège à nas. Donc la nas, je pense que c'est Itricularia, hein, si je dis pas de bêtises. Vous me corrigerez si je dis une bêtise. Et puis, dernier bouquin, là on est aussi assez récent. 2021, vous devez connaître aussi, je pense, la couverture parce qu'elle est assez spécifique. Là, on est sur de la design. Là aussi, c'est dédié aux débutants. Conditions de culture, alimentation et entretien, comment bien cultiver ces plantes carnivores. Des fiches pratiques encore et toujours, parce que c'est vraiment une méthode qui marche bien. Et puis, il a fait un petit recueil de réponses aux questions courantes, une FAQ un peu sympa. Les questions qu'on lui a le plus posées, eh ben, il les a mis dans le bouquin comme ça. Tout le monde est au courant et ça permet voilà, ça permet de répondre à tout le monde et d'avoir un petit peu tous les niveaux, quoi. Donc, comme on a pu le voir pour Jean-Jacques Labat, il n'a pas non plus dénigré les débutants comme les personnes qu'on a vues avant. Il a joué un rôle essentiel dans la vulgarisation des plantes carnivores, ça c'est vraiment indéniable. Ses ouvrages ultra accessibles offrent des informations précieuses sur la culture et l'entretien de nos plantes, et son approche ultra pédagogique. Sa passion pour le sujet a contribué à sensibiliser beaucoup de monde et la beauté et la singularité de ces plantes carnivores, et ça permettra surtout de bien les protéger, c'est quand même le plus important.
Et si un jour c'est possible, j'espère qu'on pourra l'avoir avec nous autour de cette table et qu'il nous parle un petit peu de son aventure qui s'est terminée malheureusement il y a quelques années avec l'arrêt de sa pépinière, mais il a laissé un héritage bien plus grand que juste quelques plantes et des espèces. Il a quand même laissé des traces en France de la propagation des plantes carnivores. Et je pense que beaucoup de cultivateurs peuvent lui être redevables. Voilà ce que je veux dire. Merci beaucoup. Écoutez, c'est le cinquième et dernier personnage. Je pense qu'on va s'arrêter là. On va passer évidemment à une espèce de séance de questions-réponses. Et puis là, bah, restez avec nous. Juste après la conf, pardon, on retrouve Laurent Hugo avec moi. On va faire un petit peu le tour des news. On a quelques sujets secondaires. On va parler du jeu du chat, etc.